Aux États-Unis, les élus républicains infligent un nouveau revers à Donald Trump, le président américain, désormais dans l'impossibilité de faire abroger l'Obamacare, qui couvre environ 20 millions d'Américains. À Jérusalem, les heurts continuent. De nouveaux affrontements ont éclaté entre Palestiniens et policiers israéliens aux abords de l'esplanade des mosquées, un lieu saint qui cristallise les tensions depuis 3 jours, vous le verrez. Malgré sa victoire annoncée à Mossoul, l'armée irakienne doit toujours faire face à des cellules djihadistes dormantes. Nos envoyés spéciaux ont pu suivre les opérations menées dans cette grande ville du nord irakien par les forces antiterroristes de Bagdad. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur France 24. Donald Trump a donc bien du mal à se débarrasser de l'Obamacare. Plusieurs sénatrices de la majorité républicaine ont annoncé leur intention de s'opposer à son abrogation. Un revers de plus pour le président américain qui en avait pourtant fait l'une de ses promesses phares de campagne. Théa Bazdarevich. Abroger l'Obamacare s'apparente de plus en plus à une mission impossible. Au moment de proposer le vote sur l'annulation de la loi, le sénateur McConnell était confiant. Nous allons maintenant essayer autrement de soulager les Américains de cet Obamacare. Nous le leur devons. Dans les jours à venir, le Sénat va se réunir et voter une nouvelle abrogation de l'Obamacare. C'était sans compter sur le scepticisme au sein même du camp républicain. 3 sénateurs ont annoncé qu'ils ne voteraient pas la mesure telle qu'elle, craignant la réaction de leurs électeurs. L'abrogation de l'Obamacare aurait en effet retiré la couverture santé à quelques 32 millions d'Américains d'ici 2026. Un énième revers pour Donald Trump qui, après avoir promis un superbe projet sur la santé sur Twitter, annonce qu'il laissera échouer l'Obamacare. On ne portera plus le projet. Moi, je ne vais plus le porter, les républicains non plus. Nous allons laisser l'Obamacare échouer. Ensuite, les démocrates viendront nous voir et nous demanderont comment le réparer et comment on trouve un nouveau plan. L'abrogation de l'Obamacare était l'une des promesses phares de la campagne de Donald Trump. Jon Huntsman devrait devenir le prochain ambassadeur des États-Unis en Russie. Ce diplomate aguerri, ancien gouverneur de l'Utah, a été nommé par Donald Trump. Sa tâche s'annonce compliquée tant les pommes de discorde sont nombreuses entre Washington et Moscou. Une nomination qui doit maintenant être confirmée par le Sénat américain. Au Venezuela, la mobilisation des anti-Maduro se poursuit avant la grande grève générale convoquée jeudi par l'opposition. Manifestation à Caracas, vous le voyez, la capitale, mais aussi dans d'autres villes du pays. Le gouvernement, lui, n'entend pas renoncer à la formation d'une assemblée constituante. Il dénonce l'interventionnisme brutal des États-Unis. Un bras de fer qui se poursuit avec Washington. Toutes les options sont sur la table, assure la Maison-Blanche. Jérusalem, je vous le disais en titre, théâtre de nouveaux affrontements à la veille d'une journée de la colère décrétée par le Fatah. Pour le 3e jour consécutif, les heurts ont opposé des policiers israéliens à des Palestiniens. En cause, les portiques de sécurité installés à l'entrée de l'esplanade des mosquées par Israël. Mais pourquoi ce lieu cristallise-t-il autant la colère des Palestiniens? Explication signée Pierrick Laurent. Son dôme scintillant est le symbole de la ville, admiré par des milliers de touristes. Sur l'esplanade des mosquées règne la plupart du temps un calme apaisant. Mais parfois, en quelques secondes, la situation dégénère. Car le site cristallise les tensions de la région. Situé au cœur de la vieille ville, ses 15 hectares, sa mosquée et le dôme du rocher représentent le 3e lieu saint de l'islam. Les Juifs, eux, l'appellent le mont du Temple, référence au temple juif détruit par les Romains au 1er siècle et dont ne subsistent que des fondations en contrebas, le mur des Lamentations. Aujourd'hui, la Jordanie a souveraineté sur l'esplanade, mais les soldats israéliens en contrôlent les accès. Régulièrement, lors d'accrochages, l'armée investit les lieux. En 2015, 3 jours d'affrontements avaient même donné le coup d'envoi d'une vague de violence. Des images récurrentes, perçues comme une provocation par la population, comme par les responsables palestiniens. Le gouvernement palestinien tient le gouvernement israélien, qui est une puissance occupante, pour responsable de toute dégradation de la mosquée Al-Aqsa, de la judaïsation de Jérusalem ou encore de l'effacement progressif de l'identité islamique qui fait partie de l'histoire de la ville. De son côté, Israël fait valoir son droit à la sécurité, d'où l'installation de ces détecteurs de métaux. Concilier apaisement et mesures concrètes, un équilibre d'autant plus complexe qu'il est scruté par les pays voisins, Jordanie, Turquie et au-delà dans l'ensemble du monde arabe.
On en vient à ces nouvelles sanctions économiques imposées à l'Iran par les autorités américaines. Washington reproche à Téhéran de violer l'esprit de l'accord international sur ses activités nucléaires avec son programme balistique. En tout, 18 personnes et entités ont été sanctionnées par le département du Trésor américain. Les précisions à Téhéran de notre correspondante Mariam Pierzadeh. 18 entités, 18 individus qui sont de nouveau visés par de nouvelles sanctions décidées par la Maison-Blanche. Le département du Trésor américain indique qu'elles sont visées car accusées de soutenir, je cite, une activité criminelle illicite. Elles sont liées, selon Washington, à deux éléments, au programme balistique iranien et aux gardiens de la révolution. Le département d'État américain a fustigé ce qu'il a appelé des personnes qui sont liées aux activités déstabilisatrices au Moyen-Orient. Alors ces sanctions n'auront pas d'effet majeur sur l'Iran, elles n'auront presque aucun effet, car Donald Trump, par contre, a menacé à plusieurs reprises de placer les gardiens de la révolution sur les listes terroristes, et cela pourrait vraiment avoir un impact sur une escalade des tensions entre les relations des deux pays, les relations qui sont rompues, je vous le rappelle, depuis 1980 et qui se tendent encore. Il y a encore 2 jours, un Américain a été condamné à 10 ans de prison pour infiltration. Le 9 juillet dernier, le Premier ministre irakien annonçait la victoire de son armée sur les hommes du groupe État islamique à Mossoul. 10 jours plus tard, la ville est encore loin d'être sécurisée. La faute à de nombreuses cellules djihadistes dormantes dans la ville. Nos envoyés spéciales Oriane Verdier et Simona Foltin ont pu suivre des soldats des forces antiterroristes. Voici leur reportage. Il est 7 h du matin à Mossoul-Ouest. Les forces spéciales irakiennes sont à la recherche de cellules dormantes de l'organisation État islamique. Le quartier de Tanak est connu pour être un foyer de soutien des djihadistes. Beaucoup de familles dans ces rues ont un fils qui a combattu et est mort pour le groupe terroriste. Ses habitants semblent inquiets et réticents à partager des informations. Qui travaillait pour l'émir? Il doit bien y avoir des habitants de ce quartier qui ont travaillé pour lui. Vous devez nous aider. Il n'y a que les proches d'Abou Kraim et ils sont morts. Après plusieurs heures de porte-à-porte, le lieutenant-colonel Salam trouve enfin une piste. Ce jeune homme, âgé de seulement 14 ans, avoue avoir rejoint le groupe État islamique. Le lieutenant-colonel Salam promet à ses parents de le laisser libre s'il lui donne des informations. Le garçon lui montre alors le chemin vers la maison d'un autre suspect. Mais ce présumé djihadiste refuse de coopérer et le lieutenant-colonel Salam perd patience. Qui d'autre de ce quartier a collaboré avec vous? Personne, il n'y a que moi. Alors comment est-ce qu'on vous a trouvé? Je vous ai dit que j'ai démissionné. Éteignez la caméra. Nous n'avons pas le droit de filmer le reste de cet interrogatoire. Le jeune homme est emmené puis libéré par manque de preuves. S'il vous plaît, ce ne sont que des enfants, implore son père pour obtenir sa libération. Pour réussir leur mission, les forces spéciales doivent agir avec prudence afin de ne pas creuser un plus grand fossé entre eux et la population. Les militaires tentent de ne pas stigmatiser l'intégralité des familles de combattants de l'organisation État islamique. Pour l'instant, ils nous font confiance. Ils se sentent à l'aise avec nous. Ce qui m'importe, c'est comment les gens les regardent, comment leurs voisins les perçoivent. Ils pourraient ne plus les respecter et c'est cela qui m'inquiète. Comment ces gens vont pouvoir continuer à vivre dans ces quartiers? Même si Mossoul est entièrement libérée de l'organisation État islamique, la société irakienne est aujourd'hui profondément brisée. Si ces blessures ne sont pas soignées, elles risquent fortement de sombrer dans un nouveau cycle de violence. En Ukraine, les séparatistes pro-russes veulent créer leur propre État. Il s'appellerait Malorossia, c'est-à-dire Petite Russie, un projet qui n'a pas la moindre chance d'aboutir, mais qui rappelle la crise identitaire que traverse actuellement le pays. Précision de notre correspondant dans la région, Gulliver Krag. L'idée, ce serait en gros de réunir toute l'Ukraine sous l'égide des séparatistes et de déplacer la capitale de Kiev à Donetsk, donc dans le territoire actuellement contrôlé par les séparatistes. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que cette idée a été proposée par quelqu'un dont la légitimité est vraiment assez limitée. Il s'agit d'Alexandre Zaharchenko, qui est le chef de la République séparatiste autoproclamée de Donetsk, mais c'est quelqu'un qui a été parachuté dans cette position au milieu de l'année 2014 pour remplacer les citoyens russes qui avaient piloté ce projet dès le début.
Bien sûr, c'était mieux pour l'image de la République si c'était quelqu'un de local, mais les citoyens de Donetsk se souviennent d'Alexandre Zaharchenko d'avant tout ça, comme quelqu'un qui vendait des cigarettes au marché dans le centre-ville. C'est quelqu'un qui a un discours toujours très belliqueux et assez peu crédible. Et je pense que la réaction à ces ridiculisations ne se limite pas uniquement aux Ukrainiens de Kiev et qui soutiennent l'Ukraine indépendante, mais il a été ridiculisé aussi par d'autres séparatistes, les séparatistes de Lugansk, qui ont dit ne pas avoir participé aux réunions pour préparer ce projet et ne pas vraiment être d'accord avec l'idée. Les Polonais sont dans la rue. Des milliers d'entre eux ont manifesté devant la Cour suprême à Varsovie, la capitale. Ils protestent contre la réforme de la justice voulue par le parti au pouvoir. Elle doit autoriser le Parlement à nommer directement les membres du Conseil national de la magistrature. Mais surprise, ce mardi, le président polonais, pourtant issu du même parti, a menacé tout simplement de censurer ce projet. Un mot de sport avec la 16e étape du Tour de France, 165 km entre le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère. La victoire est revenue à Michael Matthews. Le sprinter australien remporte sa 2e étape sur cette grande boucle 2017. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Christopher Froome. Le Britannique de la Sky devance Fabio Aru et Romain Bardet au classement général. Demain, c'est donc la 17e étape entre la Mure et Serre-Chevalier. Voilà pour la grande boucle, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain journal dans une quinzaine de minutes sur France 24. À tout à l'heure.